Donc il est 21h16 et je suis en train de regarder des informations. Très peu de jours attentats, en tout cas deux incidents très importants dans les lieux de culte. J'écoute là des faits relatés en tout cas par les journalistes et leurs observations. C'était notamment cette publication de l'organisation Tabat, une sorte d'organisme de communication qui parfois relaie les communiqués d'Al-Qaïda et qui relayait la parole de plusieurs djihadistes qui appelaient à frapper la France. On va retrouver Albéric Dumont sur ce sujet. Vous êtes spécialisé dans la protection des lieux sensibles et des lieux de culte. Est-ce qu'on sait s'il y a des lieux de culte qui sont plus visés que d'autres, s'ils ont tous le même dispositif de sécurité? Alors, comme vous le savez, il y a à peu près une église par commune en France, et certaines villes en ont même plusieurs. On estime à 42 000 le nombre d'églises en France. Alors, elles ne sont pas toutes ouvertes en permanence. Néanmoins, il semble absolument impossible de placer des policiers et des militaires devant chaque église. En revanche, vous avez des églises qui sont beaucoup plus symboliques que d'autres. Déjà, les cathédrales. La cathédrale, c'est l'église où officie l'évêque du lieu. C'est vraiment l'équivalent de la préfecture pour un département français, mais pour l'église. Et puis, vous avez également des sites touristiques. Vous avez les cultes qui ont également cette vocation à accueillir des visiteurs qui ne viennent pas forcément pour chérubim, pour prier, mais simplement pour visiter le patrimoine culturel français. Et donc, ces sites-là sont bien évidemment, par le nombre de visiteurs qu'ils accueillent par l'affluence, des sites qui sont nettement plus sensibles et qui, à mon sens, mériteraient d'être, en tout cas de bénéficier d'un niveau de protection largement supérieur à ce qu'il y a aujourd'hui de mis en place. Et là, clairement, je crois qu'il y a un travail qui doit être fait, une collaboration entre à la fois les responsables de l'Église et des différents cultes et le ministère de l'Intérieur pour ensemble, évaluer le risque site par site et trouver la bonne manière de les sécuriser en fonction des menaces qui vont peser sur l'un ou l'autre. Vous avez après certaines églises qui disaient directement dans certaines communications de Daesh, à mon sens, ces sites-là doivent être protégés 24 heures sur 24 par la force publique, que ce soit des policiers, des gendarmes ou des militaires de sentinelle, qui doivent être aux entrées armés. Sinon, effectivement, on va continuer cette série infernale, cette expérience de développement, et cette fois-ci, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. Georges Fenech, on voit des lieux de culte sont attaqués, on s'en est pris également à l'école. Est-ce qu'on peut dire qu'un nouveau palier a été atteint dans les attentes portées à la France? Vous avez raison. Je pense qu'on est dans une forme d'escalade. J'ai écouté quelques extraits de la grande interview qu'a accordée le président Emmanuel Macron à la chaîne Al Jazeera, n'est-ce pas? Tout cela sur fond d'images qui sont très choquantes et effrayantes. Quand on voit que dans certains pays, il y a une manifestation haineuse contre la France, contre son président, au rôle de drapeau, au rôle des effigies, que ce soit au Pakistan, en Afghanistan, en Turquie, en Libye, donc tout cela n'est pas de bon augure. On peut peut-être rappeler le contexte. La question qui se pose, c'est est-ce que le discours de notre président est audible dans une partie du monde musulman? C'est-à-dire 1,7 milliard de musulmans. Est-ce que le fait de dire ce que nous comprenons parfaitement, est-ce que le fait de dire je comprends, en s'adressant aux musulmans, que ces caricatures peuvent vous blesser, mais dans le même temps, nous sommes un pays de liberté et la caricature, elle continuera. Vous savez, nous on comprend ce que c'est et on l'accepte. Mais de l'autre côté, de ce côté-là, on nous traduit simplement le président de la République française encourage et soutient ces offenses à notre prophète qui sont chez nous un crime puni de la peine de mort. Il faut le savoir, mais avec des exécutions.
Donc je crois qu'on est rentré dans une escalade, dans une sorte de conflit sans fin, parce qu'il est hors de question que on revienne évidemment sur cette liberté fondamentale d'expression dont fait partie dans ta caricature, qui s'adresse d'ailleurs à tous les religieux, on ne vise pas particulièrement les religieux, mais tant qu'on aura cette incompréhension, et je ne vois pas d'ailleurs comment on sortira de cette incompréhension, parce qu'on n'a pas une façon de penser, de ressentir les choses, on a, moi personnellement en tout cas, et je crois que le gouvernement français a une crainte aujourd'hui. Et si l'urgence attentat s'applique non seulement sur le territoire national, mais sur l'ensemble des pays où se trouvent les intérêts français, c'est pas sans raison. Il y a déjà le consulat de Jeddah qui était attaqué en Arabie Saoudite. Je rappelle qu'au mois d'août, on a eu 6 de nos jeunes compatriotes qui ont été massacrés au Niger et que notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a clairement dit que cette menace existait, qu'il fallait protéger nos intérêts dans le monde. Donc vous voyez que là, on est passé, je pense, dans une autre dimension. Et je ne sais pas, et personne ne peut dire comment cela peut se terminer. Abdelali Mamoun, comment vous expliquez que le message du président sur la liberté d'expression, sur les caricatures, ait du mal à être entendu par le monde musulman? Avant-hier déjà, sur France Info, j'ai proposé justement à ce que M. Macron fasse un discours adressé à la communauté musulmane. Un des autres amis a dit non, il n'est pas question que le président se rabaisse à faire ce genre de communiqué au monde musulman. Il n'y a pas de compte à rendre à qui que ce soit sur le territoire français. Voilà, aujourd'hui on en est là où on est, c'est qu'il s'est pris trop tard pour moi, et alors qu'il aurait dit très vite expliquer ou expliciter, éclaircir du moins ce qu'il a pu dire. Et il a très bien fait aujourd'hui. Je peux que le féliciter de l'avoir fait, mais c'est pour moi, malheureusement, un peu tard. Parce que à partir du moment où vous avez maintenant des populations qui sont en ébullition, ils sont sourds aujourd'hui. Ils n'entendent plus rien. Ils ont un président français qui est le démon, l'axe du mal absolu, qu'il faut tuer, et toute la population qui l'aide et qui le soutient, pareil. Donc qu'est-ce qui nous protège demain qu'il y ait des gens qui vont savoir que la France n'est pas opaque. Il n'y a pas de mur comme voulait faire Trump entre les États-Unis avec le Mexique. Non, la France est une passoire où n'importe qui peut rentrer, des personnes peuvent être missionnées pour commettre des attentats, non pas simplement pour tuer des Français, mais pour semer la terreur. Et en même temps, pour dire à tout le monde, vous ne serez jamais plus en sécurité en France tant que vous continuerez à penser de cette manière-là. Moi, je n'ai pas cessé depuis une semaine à intervenir dans les chaînes arabes, BBC, etc. Je suis constamment sollicité, même France 24 arabe, en arabe, pour expliquer aux téléspectateurs des chaînes arabes que voilà ce qu'a voulu dire M. Macron. Et je me retrouve à chaque fois à être l'avocat de M. Macron. Mais non, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Puisque à chaque fois, les interlocuteurs ils disent pourquoi il insulte, pourquoi qu'est-ce qu'il a contre le prophète. Je dis mais il n'a rien contre le prophète. Et Macron, c'est son dernier souci de s'attaquer à notre prophète de l'islam. Pourquoi il s'en prendrait à Mohammed et pas aux autres? Bien sûr que non. Ce que défend M. Macron, c'est la liberté d'expression des citoyens. Et il dit clairement, Charlie Hebdo n'est pas la Bible de l'expression, de la liberté d'expression, et n'est pas un organe d'État. C'est pas ce qu'on appelle un document officiel qui représente la position de l'État. L'État, c'est dire à tout le monde, dites ce que vous avez à dire, voilà. Mais réciproquement, ce qu'il faut faire passer aux musulmans, et c'est ce que je fais moi en arabe, si vous avez le droit de critiquer les chrétiens, les athées, les homosexuels, etc., pourquoi les Français ne pourraient pas critiquer le prophète de l'islam? Ou ne pourraient pas critiquer le Coran? Ou ne pourraient pas critiquer les préceptes de l'islam? Ces principes de réciprocité, ça, ils ne l'ont pas encore adopté. Ils ne l'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore cette éducation-là. Et il est important qu'ils en prennent conscience pour justement accepter que si vous critiquez les religions des autres, vous devez accepter qu'on vous critique. Mais il ne faut pas que cela mène à la violence et à des actions de représailles. Tu critiques des mots, tu n'es pas d'accord, je déteste d'accord Charlie Hebdo, c'est mon cas. Moi, je dis franchement, Charlie Hebdo, c'est pas ma tasse de thé. Mais je me battrai avec tout le monde pour que Charlie, n'importe qui puisse continuer à profiter de cette valeur sacro-sainte qui doit être non pas française, mais mondiale.
C'est une valeur universelle qui est la liberté d'expression. On en parle depuis tout à l'heure, on va justement écouter le son du président de la République sur Al Jazeera tout à l'heure. Je comprends les sentiments que ça éveille. Je les respecte, mais vous devez comprendre mon rôle en ce moment. C'est de faire deux choses. Promouvoir la paix et faire en sorte de protéger nos droits. Mais ce que j'ai voulu dire très clairement, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui déforment l'islam. Et au nom de cette religion qu'ils prétendent défendre, ils tuent, ils massacrent. Aujourd'hui, il y a des violences pratiquées par certains mouvements extrémistes et individus au nom de l'islam. Monsieur Georges Kéry, qu'est-ce que vous pensez de cette prise de parole du président de la République qui continue de défendre les caricatures, notamment en France? Je rebondis sur ce qu'a dit M. Véry, effectivement, qu'il ait réaffirmé publiquement et sur une chaîne internationale la liberté d'expression en France, qui remonte à la fin du XIXe siècle et qui est un droit sacré, qui n'est même plus consigné dans des textes. Ça fait partie de la culture, c'est dans nos esprits, c'est dans notre façon de vivre. Charlie Hebdo, évidemment, on est le symbole. Ça a commencé, il faut le rappeler, par Harakiri. Harakiri qui a fait des choses. On peut penser ce qu'on dirait. Récemment, j'ai retrouvé des vieux albums. Moi, je suis un enfant de 68. J'ai retrouvé les albums de Reiser, des 70-71, que je garde précieusement parce qu'ils sont devenus collecteurs. Quand vous revoyez ces albums, vous dites, mais c'est pas possible qu'il ait pu à cette époque sortir des caricatures qui portaient sur les religions. Tout le monde en prenait plein la tête. Les chrétiens, les musulmans, les juifs, les homosexuels, tous les homosexuels, le sexe, il y avait des grandes fins. C'est absolument extraordinaire. Il y avait un de ces personnages qui s'appelait Gros Dégueulasse, qui était le symbole de la dérision de Monsieur Tout-le-Monde, avec son gros ventre, sa saleté, sa vulgarité, sa volerie. Aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir des albums de ce type. Donc cette liberté d'expression, il faut la protéger, elle doit être sacralisée. C'est vraiment... Après, ça fait pas rire tout le monde. Peut-on rire de tout et de tout le monde? Sûrement pas. On est tous à un moment ou à un autre, dans la logique de la Harakiri et Charlie Hebdo, blessés, on a tous rigolé des autres, et on s'est tous à un moment ou à un autre sentis un petit peu, je dirais pas offensés, mais un peu blessés. Quand le président de la République rappelle ce principe sur une chaîne qui est diffusée effectivement dans le monde arabe, quelqu'un a dit, je ne citerai pas son nom, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Effectivement, il ne peut pas être audible. Merci beaucoup. On va revenir tout de suite sur ce qui s'est passé cet après-midi dans la ville de Lyon, dans le 7e arrondissement. Il était aux alentours de 16h quand un prêtre orthodoxe a été blessé par balle. Il est de nationalité grecque, il a 52 ans, son pronostic vital est engagé, le suspect était en fuite, mais un homme a été placé en garde à vue, on ne sait pas encore si c'est l'auteur de cette attaque. Les vérifications se poursuivent. On fait le point sur cette actualité avec Quentin Berichet. Il est 16h ce samedi lorsqu'un prêtre orthodoxe grec est blessé par balle par 2 tirs. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'arme utilisée est un fusil de chasse. Au moment des faits, l'homme âgé de 52 ans fermait son église située en plein cœur de Lyon. Alerté par le voisinage, les secours arrivent rapidement sur place. La coordination s'est faite de manière exemplaire et je m'en félicite. Notamment pour la très bonne intervention de la police municipale qui a très vite, avec l'équipage qui était présent, pu prendre en charge la victime sur place. Malgré l'intervention rapide, son pronostic vital reste engagé. En déplacement à Saint-Étienne-du-Rouvray pour vérifier la mise en place du renforcement de la sécurité autour des lieux de culte, le Premier ministre Jean Castex a pris la parole brièvement. Je dois vous dire que vous devez compter sur l'entière détermination du gouvernement de la République pour permettre à tous et à chacun de pratiquer son culte en toute sécurité et en toute liberté. Notre volonté est forte, notre détermination ne faiblira pas, c'est l'honneur de la France, c'est l'honneur de la République. Le Premier ministre s'est ensuite rendu dans la capitale pour faire le point sur la situation. L'auteur des faits est toujours en fuite. On va se rendre tout de suite à Lyon, retrouver notre correspondant Sébastien Bendotti. Vous êtes avec Anthony Rabas. Bonsoir. Quelle est l'ambiance ce soir à Lyon près de l'église, 5 heures après l'attaque? Alors
écoutez, c'est un grand calme ce soir. Et il faut dire que cet après-midi, les riverains étaient nombreux à venir se masser devant ces barrages tenus par des policiers municipaux et nationaux, mais également avec le renfort des militaires de l'opération Sentinelle. Des riverains qui venaient tout simplement essayer de comprendre, savoir ce qui s'était passé. Le maire de Lyon s'est également rendu sur place, vous l'avez entendu, avec son adjoint à la sécurité pour venir exprimer son soutien à la victime, ce prêtre grièvement blessé qui devait être opéré ce soir. Le maire de Lyon qui rappelait que le mobile était pour l'heure encore inconnu et que le tireur était en fuite. L'un des riverains a entendu cette détonation et nous a expliqué ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi. Écoutez-le. J'ai cru que c'était un accident, comme des fois on entend des cartons de voiture, enfin des voitures qui se cartonnent, j'ai dit c'est bizarre, on dirait pas les voitures ça. Bon, enfin bref, du coup je laisse passer, je me suis habillé, je suis sorti, ça devait être 16h pile. Et quand je suis sorti d'ici, là, au 19, que j'ai vu qu'il commençait des gyrophares de partout, la police de partout, j'ai dit, oh non, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, on va pas nous contrôler quand même ici, c'est pas la ville des Champs-Élysées, hein. Je me suis accroché, j'ai demandé gentiment au monsieur qui était un petit peu agressif, ce que je peux comprendre, mais j'ai dit, mais monsieur, il se passe quelque chose, il dit, oui, monsieur, il y a un qui vient de se faire tirer dessus. C'est toute la communauté orthodoxe maintenant qui veut essayer de comprendre, avoir des réponses, que s'est-il passé, pourquoi ce prêtre a été visé. Il faut savoir que certains riverains font état de conflits internes à répétition depuis quelques mois dans cette église. Ce prêtre officiel depuis plusieurs années ici, dans le 7e arrondissement de Lyon. Merci beaucoup Sébastien Bendotti en direct de Lyon avec Anthony Ravas. Sandra Buisson nous disait un homme a été interpellé, placé en garde à vue. Alors des vérifications sont toujours en cours, mais on ne sait pas encore si c'est l'auteur de ces faits. Oui, pourquoi il a été interpellé? Parce que jusqu'au moment des tirs, il y a les policiers municipaux et des riverains qui étaient tout près et qui ont vu un homme s'enfuir et qui ont pu donner une première description dont on nous a transmis certains éléments. C'était un homme qui était vêtu d'une gabardine et d'un bonnet noir. Alors cette personne a été interpellée, il pouvait donc correspondre au signalement de l'assaillant. Il faut savoir que quand il a été interpellé, il n'avait pas l'arme du crime sur lui. L'arme, c'était un fusil de chasse avec lequel il a tiré 2 fois sur le prêtre orthodoxe. Donc des vérifications sont en cours pour voir si cet homme il a un lien ou pas du tout avec ce qui s'est passé à Lyon. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Et donc, tant que cet homme n'a pas été mis en cause ou hors de cause, et bien les policiers, vous l'imaginez bien, et les gendarmes dans une zone plus élargie continuent les recherches pour essayer de trouver l'auteur de cette attaque. Et puis on peut préciser que à l'heure actuelle, c'est le parquet de Lyon qui est saisi, qui a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Il est en lien avec le parquet national antiterroriste, mais le parquet antiterroriste n'a pas estimé que pour l'instant, il devait se saisir de ces faits. Selon plusieurs sources, il n'y a pas tous les éléments objectifs pour caractériser une action terroriste. D'abord, le mode opératoire ne correspond pas aux consignes des organisations terroristes. L'individu a utilisé un fusil de chasse. Il a visé sa victime à l'abdomen et il n'a pas cherché la confrontation avec les forces de l'ordre puisqu'il a immédiatement pris la fuite. Et puis Sébastien Bendotti nous disait le profil de la victime laisse penser qu'il peut avoir des ennemis. Alors est-ce que certains ont été jusqu'à vouloir sa mort? On sait que c'est une personnalité controversée, donc la piste du différent personnel est un des axes de cette enquête. Et puis tant que l'assaillant n'aura pas été identifié formellement, eh bien, les enquêteurs devront attendre encore pour établir de manière certaine ses motivations. Merci beaucoup Sandra. On va écouter à présent le maire de Lyon, Grégory Doucet. Il s'est rendu sur les lieux de l'attaque en fin de journée et il a félicité notamment le travail des policiers. Je félicite ce soir de l'excellente coordination qu'il y a eu entre la police municipale qui est intervenue en premier sur les lieux, bien évidemment les services de secours qui sont arrivés aussi également très très vite, la police nationale et puis l'opération Sentinelle qui a sécurisé le quartier, comme vous avez pu le constater aussi de manière très très rapide. Voilà. La coordination entre ces 4 intervenants s'est faite de manière exemplaire. Georges Fenech, Grégory Doucet évoque une coordination entre policiers municipaux, policiers nationaux. C'est nécessaire aujourd'hui pour détecter toutes ces attaques? Écoutez, en tout cas, on a la démonstration entre ce qui s'est passé hier à Nice. C'est la police municipale qui est intervenue, primo intervenante, en coordination ensuite avec la police nationale. Et aujourd'hui, c'est aussi la police municipale de Lyon qui est intervenue pour porter secours immédiatement.
c'est encore une fois la preuve que ces polices municipales, même si ce n'est pas le rôle premier d'assurer la sécurité des Français, puisque c'est un domaine régalien de l'État, n'en demeure pas moins que c'est une police de proximité, qu'elle est là, qu'elle est dans les quartiers, et qu'elle peut être sur les lieux avant tout le monde, et que donc il faut qu'elle soit en capacité de pouvoir agir. Et pour être en capacité, eh bien, il faut être armé, il faut être formé, et il faut avoir qualité dans le cadre d'un code de procédure pénale pour pouvoir mener certaines actions. Cette semaine, nous savons, l'Assemblée nationale va examiner un projet de loi appelé Sécurité globale, où on va renforcer, en tout cas c'est le souhait de beaucoup, cette complémentarité entre police municipale et police nationale. Je crois que c'est une piste intéressante. Il y a 20 000 policiers municipaux en France. Je sais que tous les maires ne sont pas favorables au port d'armes, notamment des agents municipaux, mais la loi peut avoir une portée générale, faire en sorte que tous les polices municipales peuvent protéger les citoyens et aussi se protéger elles-mêmes. Vous êtes d'accord avec ça, René-Georges Kéré? Il faut donner plus de pouvoir à la police municipale? Alors là, le sujet que M. Vedek, c'était votre question, c'est un problème de fond. J'ai été longtemps hostile, pour ma part, à l'armement des polices municipales. J'ai appartenu à des services d'intervention où vraiment on maîtrisait nos armes, et même une arme, ça se maîtrise, ça se possède. C'est pas évident d'avoir une arme entre les mains, et surtout en action, avec le stress, de pouvoir réagir tellement. Mais aujourd'hui, au regard des événements, de tout ce qui peut se passer, les polices municipales doivent être armées. Alors, toutes les polices municipales, je ne sais pas, mais au moins dans les grandes villes, là où il y a le plus de risques de se retrouver en situation d'affrontement, soit dans le cadre du terrorisme, soit sur des affaires de droit commun. Réception. Monsieur Ballon. Ah non, il dit rien. Je le suis. Bonjour, salarié Lopez. Vous pouvez aller à Moscou, à Tokyo, à Londres, à Berlin. Spaß ab. C'est la corne des Alpes, Helmut Kohl auf. Le plaisir. Ah ouais. On s'est à l'intérieur du magasin, on l'a rentrée dedans. Sur le coup, elle était paniquée. Au début, elle s'est assise directement. Et après, non, elle s'est assise sur la chaise. Et moi, dès que j'ai vu qu'elle était assise et qu'il s'occupait d'elle, ben, moi, je suis parti en courant à l'intérieur de l'église pour voir ce qui se passait. Et au moment où j'ai regardé la deuxième porte qui est à l'intérieur, j'ai vu la porte, elle s'ouvrait en fait. Mais au début, je ne savais pas ce qui ouvrait la porte. Et après, j'ai vu le monsieur. Et il me regardait avec des grands yeux. Et du coup, mon cerveau était focalisé sur son regard. Et quand j'ai regardé son regard et que j'ai commencé à baisser la tête pour regarder ses mains, il avait du sang sur lui et il avait le couteau dans la main. Et il m'a regardé en me disant à la voix, je sais pas quoi. Et après, dès que j'ai entendu ça, j'ai compris que c'était un truc pas normal et qu'il fallait que je sorte le plus vite possible. Je voulais aider les gens qui étaient à l'intérieur de ça, mais sur le coup, en fait, j'ai paniqué. Donc je suis ressorti vite. Je me suis dit que je vais dire aux gens de reculer, de ne pas rester à proximité de où on est, pour que, comme ça, au moins, si au cas où 6 heures, il se passe rien du tout. Quelques minutes après, j'ai vu les premiers municipaux arriver en courant. Je suis resté entre le magasin et l'église sur la route et je montrais la direction où ils devaient y aller. Et du coup, ils sont montés les escaliers. Après, ils m'ont tiré dessus. Oui. Et il y avait la dame par terre. Et il y avait la dame et eux, ils étaient en train d'intervenir pour tirer sur le terroriste. Oui, et moi j'ai dit à un policier d'entrer là parce que la victime elle est à l'intérieur. Du coup, il y a un policier qui est directement rentré dedans. Il a récupéré la carte de bus de la dame. Et après, moi, on pouvait rien faire en fait, à part laisser les professionnels faire leur travail et essayer de sauver la vie de cette dame. Voilà, témoignage très fort recueilli par Lisa
Medvedev et Caroline Bertolino. Au niveau de l'enquête, Raphaël Maillochot, 2 jours après ce nouvel attentat, 4 gardes à vue ce soir toujours en cours. Mais ce que l'on sait de leur profil, c'est que ce sont 4 hommes. Le premier homme à avoir été interpellé, et c'est quelques heures seulement après les faits, il a 47 ans, entendu sous le régime de la garde à vue. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir été en contact étroit avec l'assaillant la veille de l'attentat. Il a été d'ailleurs vu sur des images de vidéosurveillance. Dans la foulée, vendredi soir, aux alentours de 18h30, on l'a appris de sources judiciaires, un deuxième homme qui est soupçonné d'avoir été en contact avec l'assaillant a été interpellé, placé en garde à vue. Sur son profil, lui, il a 35 ans, il réside à Nice. Il aurait côtoyé l'auteur également la veille de l'attaque. Quelques heures après, son domicile a été perquisitionné et troisième garde à vue, son cousin qui était présent au domicile a été lui également interpellé et placé en garde à vue. Il a 33 ans et donc il est toujours entendu sous le régime de la garde à vue, je le disais. Et puis aujourd'hui, donc c'est un Tunisien de 29 ans qui a lui été interpellé aux alentours de 15 heures sur la commune de Grasse, à plusieurs kilomètres donc de Nice. Il est également soupçonné d'avoir côtoyé l'assaillant. Donc on résume, 4 personnes sont entendues donc sous le régime de la garde à vue par les enquêteurs. Quant à son parcours, on sait que c'est un Tunisien, il vivait en Tunisie, mais il a quitté la Tunisie pour se rendre en Italie avant de se rendre en France. Est-ce qu'on a une idée un peu plus précise de la chronologie des événements avant son passage à l'acte? Oui, vous découvrez sur cette carte avec quelques dates, son identité a été confirmée. On le sait, dans un premier temps, il avait donné une identité verbale aux enquêteurs. Cette identité a été confirmée. C'est un migrant tunisien né en 1999 qui est arrivé en France récemment via l'Italie. Ce que l'on sait sur son parcours détaillé, ce qui est certain et ce que l'on peut dire ce soir, c'est que le 20 septembre, il arrive à Lampedusa, qui est la porte d'entrée du continent européen. Il va rester là-bas en quarantaine sur un bateau pour suspicion de Covid. Ensuite, ce bateau va arriver dans la ville italienne de Bari en date du 9 octobre, où la police italienne va le prendre en photo, va relever ses empreintes digitales. Dans la foulée, on ne sait pas encore véritablement quand est-ce qu'il arrive en France. Le point d'interrogation s'est matérialisé sur cette carte par ces pointillés entre le 9 octobre et l'attaque, donc ce jeudi. On ne sait pas vraiment comment est-ce qu'il est arrivé en France, par train, par avion, peut-être par bateau. Rien n'est exclu de la part des enquêteurs. C'est la piste et c'est l'interrogation. Donc comment est-ce qu'il est arrivé de Bari jusque dans la région de Nice? On ne sait toujours pas comment il est arrivé en France. On ne sait toujours pas comment il est arrivé en France, mais de sources proches de l'enquête, ce que l'on peut dire, c'est qu'il est arrivé à Nice entre 24 et 48 heures avant donc de perpétrer son attaque terroriste. Il a été vu dans la ville de Nice par des images de vidéosurveillance, notamment autour d'un immeuble où il aurait squatté plusieurs nuits plusieurs nuits. En tout cas, il aurait squatté quelques heures donc bien avant 24-48 heures avant l'attaque. Et ce que cherchent précisément à savoir les enquêteurs, c'est si ce jeune Tunisien est venu de son propre chef en France pour commettre cette attaque, s'il a été envoyé de Tunisie par quelqu'un d'autre pour commettre cette attaque, s'il a bénéficié d'éventuels complices aussi, si tout cela a été commandité en fait. Oui, ce sont les interrogations, donc vont devoir répondre les enquêteurs à la fois donc, de la police judiciaire, je rappelle qu'ils sont chargés d'enquête, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, sous la houlette de la SDAT, la sous-direction antiterroriste. Alors tout cela, on va avoir des réponses à ces questions. À l'heure actuelle, on n'a pas de réponse consolidée, vérifiée à vous donner. Ce qui est certain, c'est que l'enquête va progresser, notamment grâce à l'analyse poussée de ces 2 téléphones portables. Je rappelle que lorsqu'il a été interpellé avant d'être médicalisé, on a retrouvé sur lui, je le rappelle, un courant, 2 téléphones et également des couteaux. Ce que l'on sait également, c'est que l'enquête on va avoir des réponses, notamment grâce à l'enquête côté tunisien. On le sait, c'est un jeune homme qui est originaire de la région de Sfax. Il est originaire d'une famille modeste. Sa famille, ses proches ont déjà été auditionnés par les policiers tunisiens. Maintenant, tout l'enjeu va se dérouler aussi en Tunisie, avec des enquêteurs tunisiens qui communiquent avec les enquêteurs français. Je le rappelle, en France, il n'était pas sous les radars, en tout cas dans les radars des services de renseignement, et il n'était pas non plus connu au niveau du fichier national des empreintes digitales. Il est arrivé clandestinement en France. Merci beaucoup Raphaël Maillochot pour toutes ces dernières précisions et informations. Également bien sûr à la une dans Week-end Direct, la crise sanitaire, le coronavirus jour 2 du reconfinement en France, alors que ce nouveau confinement est en train de se généraliser en Europe. On en parlera dans un instant avec Caroline Delaunay. Mais d'abord, à quoi ressemblaient donc en ce deuxième jour les rues de France? Jean-Baptiste Gradiani. C'est l'un des privilèges offerts par ce deuxième confinement par rapport au premier.
Les parcs et jardins restent ouverts, idem pour les quais de Seine dans la capitale. Les joggeurs et les promeneurs en profitent et semblent plus à l'aise qu'au printemps dernier. Tout le monde a déjà vécu la situation, donc il va probablement la gérer mieux. C'était beaucoup plus, je voyais moins de gens, moins de transport, c'était un peu encore plus vide en fait. S'il y a plus de monde dans les rues, c'est parce que cette fois-ci, certains commerces peuvent maintenir leur activité. C'est le cas des marchés couverts. On va passer une bonne semaine à vous aussi. Merci, ça nous fait la sortie, là, parce qu'on est confinés, enfermés à la maison, on a des champs agréables. On a l'habitude d'acheter des produits bons, frais, avec des gens globalement aimables. Donc c'est agréable de ne pas les perdre pendant cette période, évidemment. Autre avantage, l'ouverture exceptionnelle de plusieurs magasins non essentiels. Grâce à cela, certains peuvent acheter ce dont ils ont besoin pour s'occuper à la maison. Je prie la peinture et les pinceaux, rouleaux et pages de protection. Pouvoir bricoler, ça occupe sainement. Et oui, je trouve ça très important, ce qui m'avait manqué la dernière fois. En version papier ou sur le téléphone, les attestations dérogatoires de déplacement ont-elles fait leur retour dans le quotidien des Français? Partout, des agents patrouillent pour vérifier que tout le monde en a une. À Marseille, ils sont 130 policiers affectés à cette tâche. Bonne continuation à vous. La mesure a l'air d'être bien ancrée dans les têtes. On joue le jeu, on a notre attestation, on fait ce qu'il faut. J'avais mon attestation, j'habite juste derrière, donc j'ai pris mon heure à laquelle j'ai le droit pour prendre l'air, et puis voilà. Malgré tout, il reste quelques personnes négligentes. Comme au mois de mars, les forces de l'ordre font preuve de pédagogie durant les premiers jours. Donc on se permet une certaine tolérance, 135 €, n'oubliez pas. Hein, d'accord? Allez, allez-y. C'est effectivement de sensibiliser les gens sur le fait qu'il faut une attestation. Après, il y a des personnes qui manifestement, malgré la prévention, ne respectent pas le confinement. Donc il y a quand même eu quelques verbalisations, mais globalement, ça a été des mesures bien respectées. Au final, peu de verbalisation sur l'ensemble du territoire. Et si les rues sont désertes dans de nombreuses métropoles, c'est parce que beaucoup de Français ont décidé de prolonger leurs vacances au bord de la mer. Ici à Fréjus, les derniers touristes se reposent une dernière fois sur le sable, car les plages peuvent rester ouvertes pour se balader à 6 personnes maximum. On a entendu dire qu'il y avait une tolérance en effet pour le week-end de retour de vacances. Ça a été confirmé par notre loueur. Du coup, on est resté pour profiter un petit peu jusqu'au dernier jour du beau temps. Dès lundi, les enfants devront eux reprendre le chemin de l'école, du collège ou du lycée. La durée de ce nouveau confinement est prévue au minimum jusqu'au 1er décembre prochain. Eux ne veulent pas respecter les règles parce qu'ils jugent, on en parle depuis hier, les contours de ce nouveau confinement, ils jugent que ces règles de ce nouveau confinement ne sont pas loyales. Ce sont les commerces dits non essentiels, censés être fermés depuis hier, mais qui font de la résistance donc et qui ont décidé d'ouvrir leurs portes malgré tout, soutenus bien sûr par de nombreux élus locaux qui ont décidé d'interpeller le gouvernement en soutenant ces ouvertures qu'ils savent tout à fait illégales mais qu'ils jugent symboliques et essentielles donc pour appeler le gouvernement à réagir. On le voit, Caroline Dieudonné, bonsoir, vous faites partie bien sûr du service santé de BFM TV. Ce confinement ne passe pas très bien auprès de certains professionnels. Ce qu'il faut savoir ce soir, c'est en tout cas ce que laissent entendre les projections de l'Institut Pasteur, c'est que de toute façon,